Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Lo Nova. Bonjour. Bonjour. Alors, Lo, vous êtes auteur de « Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans ». C'est un livre qui vient de paraître aux éditions La Boîte à Pandore. Donc ça tranche un peu avec tous les invités politiques que je reçois d'habitude. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous laisser une place à ce témoignage qui est assez exceptionnel. Je vais quand même vous poser une question concernant l'actualité avant de parler de ce que vous avez connu, de ce que vous connaissez encore. Il y a eu hier une condamnation à Paris, assez importante, condamnation à 20 ans de prison pour le frère aîné de Mohamed Merah, pour association de malfaiteurs et terrorisme, mais pas pour complicité. Alors je voudrais savoir quelle est votre réaction. Il y a 3 types de réactions que je vous propose. Réaction A, c'est la justice est naïve, c'est ce qu'ont dit les parties civiles hier. B, la justice est trop sévère, c'est ce que pourraient dire les amis d'un des condamnés. C, la justice est rendue. Alors quelle est votre réaction à cette condamnation à 20 ans ? Ma réaction, c'est par rapport à, j'imagine, la détresse des familles qui ont eu des victimes et qui forcément doivent penser que la peine n'est pas suffisante parce qu'elles imaginent déjà que dans 14 ou 15 ans, cette personne sera relâchée. Donc c'est beaucoup d'angoisse. Néanmoins, l'association de malfaiteurs, c'est vrai que c'est déjà un pas de reconnaissance par rapport à une personne qui a collaboré dans l'ombre, finalement. Alors, dans votre cas, on ne va pas confondre le cas de la radicalisation et le passage à l'acte terroriste, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Est-ce que vous vous dites que, heureusement, ma fille aujourd'hui, elle est radicalisée, elle vit en Angleterre dans un milieu très très strict et très radical, c'est mieux qu'elle soit en Angleterre plutôt qu'en Syrie ou en Irak ? Évidemment. Ouais. Vous avez pensé à ça ? Bien sûr, j'ai pensé à ça. Elle a pour autant jamais montré une attirance pour le discours de Daesh, mais les discours, la vision de la société de Daesh et des piétistes sont tellement proches, la façon de regarder notre société est tellement proche, que forcément, en tant que parent, on peut se poser cette question et se dire, est-ce qu'à un moment, il ne peut pas y avoir une bascule qui peut s'effectuer. Alors, parlons de votre cas et de ce que vous racontez dans ce livre. Donc, une enfance un peu comme les autres pour votre fille Charlotte, qui aujourd'hui a 18 ans. Et vous êtes une famille vous vivez en province, en France, une famille avec 3 enfants. Charlotte est votre fille aînée, hein ? Plutôt la mer l'été, le ski l'hiver. Exactement. Hein. Vous travaillez beaucoup, vous aimez aussi le sport, elle aime le sport, tout va bien. Et en fait, on n'évoque pas la religion dans votre famille, on est plutôt athée. Hein. On n'aime pas bien en parler, pour dire la réalité. Ouais. Et alors, la première prise de contact avec la religion, puis après le radicalisme, pour votre fille, c'est à l'école que ça se passe, mais via une de ses copines. Expliquez-nous comment ça se passe, en fait. Oui, effectivement. Le premier contact, c'est par le biais d'une amie dont elle va se rapprocher, pour une amie d'un ancien petit copain. Donc, c'est un moyen de se rapprocher de cet ancien amoureux qui l'a laissé. Elle veut se rapprocher de lui, elle cherche des moyens. Et puis, voilà, elle se rapproche de cette personne qui déjà, en France, c'est la 2e année de collège, en 5e, porte déjà le djilbab. C'est une jeune femme qui est déjà dans une démarche radicale. Et elle va découvrir l'islam par... son premier pied dans l'islam va être celui de l'islam radical. Et elle va trouver effectivement des guides, alors dans le collège, puis en dehors du collège, finalement. Mais là, pour juste revenir sur cette famille, donc il y a ce garçon dont elle est amoureuse, elle joue au basket, et au lieu d'aller à ses entraînements de basket, vous apprenez après qu'elle va dans cette famille. Donc vraiment, elle commence à se lier à cette famille. Tout à fait. Aujourd'hui, cette famille, ils ont compris le livre que vous avez écrit ? Je ne sais pas. Ouais. Alors, donc on se rend compte à l'école, la première fois que vous êtes au courant qu'elle est habillée, entièrement vêtue d'habits stricts et religieux salafistes, c'est par l'école que vous l'apprenez ? Oui. Oui, c'est par l'école. Alors c'est vrai que c'est important ce que vous mentionnez parce que vous venez d'expliquer par 2 fois que l'environnement scolaire apporte des informations. En l'occurrence, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans le propos, c'est que nous autres, nous avons été nombreux à ne pas comprendre ce qui était en train de se passer dans cette forme de radicalité douce, parce que finalement, tant qu'il n'y a pas un appel aux armes, c'est pas violent. Et effectivement, enseignants, éducateurs sportifs, éducateurs culturels, parents, familles, on n'a pas compris qu'elle était en train d'être embrigadée par une communauté. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un message important d'informer
pour justement donner à connaître, à comprendre, pour que toutes ces personnes qui entourent nos enfants puissent être sensibles et en connaissance de cause, savoir que ça existe et qu'il faut... Est-ce que ça veut dire qu'on vous a donné les signes trop tard, les signes que vous n'avez pas vus, vous, à la maison, oui. puisqu'elle les cachait? Est-ce que les signes à l'extérieur, est-ce qu'on aurait pu vous les donner plus tôt? Est-ce que, je ne sais pas moi, l'entraîneur de basket aurait pu vous prévenir plus tôt qu'elle ne venait plus? Oui, mais je ne reproche rien à personne non plus. Ce n'est pas mon propos, mais effectivement, si tous on avait été plus éclairés, et ce qui est le cas aujourd'hui, en 2017, la situation n'est pas celle de 2011. Le contexte de Charlotte, c'est 2011-2012. Et on est bien avant tous ces événements qui nous ont fait beaucoup réfléchir et qui ont amené cette parole dans notre société d'un islam qui pose problème finalement. Alors, elle commence à s'intéresser à cet islam radical. On parle bien ici vraiment de salafistes piétistes, vraiment assez dur. En même temps, votre famille est sous tension. Le père de Charlotte est dépressif à l'époque. Il ne va pas bien. Vous avez beaucoup de boulot. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Non, on ne voit pas les signes. Est-ce qu'il y avait quand même, elle commence aussi à avoir des habits à la maison. Un jour, vous découvrez ces habits dans son placard, vous les jetez tous. Et en fait, elle reconstitue tout de suite tous ces habits, toute cette garde-robe un peu particulière. La même chose avec les livres. C'est justement là le poids de la communauté. C'est-à-dire que la communauté revient toujours au secours de cette sœur qui est finalement incomprise par sa famille, par ses parents, qui rejette sa religion. En fait, il ne s'agit pas de rejeter une religion. Je ne rejette pas l'islam, pas du tout. Par contre, là, il s'agit d'un mouvement très radical qui va la conduire jusqu'à aujourd'hui, cette vie recluse, dans un mode de vie qui est complètement contre-citoyen, etc. Et on a effectivement une communauté qui revient toujours, qui entoure de partout et qui va... Quand il n'y a plus de djilbab, on en réassort un autre. Ouais. Mais est-ce que vous avez l'impression, parce que vous avez été plutôt dans une position de refus à ce moment-là, et de blocage en disant non, est-ce que vous croyez que ce n'est pas la bonne solution aujourd'hui, avec 6 ans de recul? Je sais que ma posture, d'abord autoritaire face à ce phénomène d'embrigadement, n'est pas adaptée. Face à l'embrigadement, il faut être plutôt dans l'écoute, dans la compréhension. Oui, il faut s'asseoir un peu sur ces... Enfin, c'est ce qu'on m'a finalement appris après. C'est quand j'étais accompagnée par le CPDSI notamment. Il faut s'asseoir sur ses valeurs et privilégier le lien avec l'enfant. Ça ne veut pas dire oublier ses valeurs et l'éducation qu'on veut apporter, mais en revanche, on est en train de lutter contre un géant, quoi. La communauté est géante en face de nous. Mais comment ça se fait qu'elle est géante? Vous racontez qu'elle reçoit tout le temps des SMS, qu'elle est tout le temps, finalement, il y a tout le temps des impulsions. Il y a des impulsions qui sont diffuses, qui sont des sœurs qu'elle rencontre physiquement, des librairies qui proposent des livres à 2 €, des réseaux sociaux qui vont effectivement toujours la capter, aller la chercher, des rappels de SMS toutes les 2 heures qui redonnent des pensées sur lesquelles il faut se concentrer. Donc c'est très diffus et très présent. Donc elle est mise en condition, c'est assez proche des méthodes sectaires, tout ça. Donc il y a un moment donné où ça se calme, où vous commencez à aller voir des imams avec elle pour essayer de trouver des solutions. Puis quand même, à un moment donné, elle part sans vous prévenir, elle part se marier à Londres, elle part en Angleterre, pour être plus précis, dans une autre ville, pas à Londres, mais peu importe. Et là, elle va se retrouver avec un polygame et totalement séquestré. Vous avez pu la voir depuis lors? Oui, j'ai pu la voir. Oui. Comment ça s'est passé quand vous êtes allé à Londres? Pardon, quand vous êtes allé en Angleterre. Quand je suis allée en Angleterre, j'ai cherché à la rencontrer parce que je voulais voir son cadre de vie, la revoir aussi, puisqu'elle est partie... Elle est partie de manière brutale et justement sans dire au revoir. Donc c'était très important pour moi et j'espère y retourner et la revoir encore. C'est un mode de vie, c'est un quartier qui est très communautaire. En fait, il s'agit d'un quartier comme il y en a dans beaucoup de grandes villes anglaises où effectivement il y a une forte communauté musulmane, mais surtout où il y a une permission de vivre cet islam qu'ils veulent vivre, qui est donc... elles peuvent se couvrir entièrement en sitar, s'adonner à leurs prières sans être gênées. Donc ils peuvent adopter le mode de vie qu'ils recherchent et qui est pour le coup très intérieur, parce qu'en réalité, la femme se retrouve... Elle voulait être traitée comme une princesse, une perle, et finalement, elle se retrouve au milieu d'autres épouses, avec un mari qui se partage entre elles et qui... Il y a peu de moyens dans ces foyers-là parce que le travail, c'est compliqué avec la compatibilité entre le travail et la religion. Donc, c'est forcément un mode de vie compliqué à supporter. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la situation, ça fait donc quelques semaines que vous n'avez plus de véritable contact avec elle. Un jour, elle va revenir.
Bien sûr, un jour elle va Et revenir. comment ça va se passer quand elle revient? Est-ce qu'il y a moyen de revenir d'une situation aussi forte, aussi difficile que celle qu'elle connaît Il y a aujourd'hui? des exemples de personnes qui sont sorties de ces schémas, qui disent leur difficulté à reprendre pied dans un libre pensée, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit. Là, tout est organisé par la pensée communautaire. Demain, il faut se reconstruire avec sa propre identité, sa propre perception du monde. Donc c'est forcément beaucoup d'accompagnement psychologique, le réconfort de la famille. En l'occurrence, pour Charlotte, c'est évident. Quand elle nous revient, on l'attend tous impatiemment. On a perdu un petit morceau de Charlotte, on a envie de la retrouver. Mais l'histoire de Charlotte n'est qu'une illustration de situations qui sont présentes, qui existent en France, en Belgique et dans d'autres pays. Le salafisme piétiste fait tranquillement son chemin dans nos sociétés et mène finalement à un mode de vie qui n'est pas celui dont elle rêvait à l'époque où elle s'est ouverte à cette forme de spiritualité. À 12 ans, elle ne pensait pas accepter ce qu'elle accepte aujourd'hui. Et pourtant, elle l'a accepté. Et pourtant, elle l'a accepté et elle pense que c'est le choix de Dieu. Et alors, vous parliez de votre famille, vous allez, quand elle reviendra, vous allez l'accueillir. Il y a une sœur plus jeune, il y a un frère plus jeune, il y a encore un petit bébé maintenant. Il y a un bébé aussi, oui. Voilà. Donc, ça a aussi changé totalement la vie de la famille. Bien sûr. Ça chamboule la vie de la famille. Là, je me fais l'écho de mon vécu, mais aussi de beaucoup d'autres familles avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'être en relation. C'est un véritable tsunami quand un enfant décide que votre mode de vie n'est plus supportable parce que vous êtes en relation avec des hommes, des femmes, parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il y a de la viande qui n'est pas halal, parce que la télé est allumée, parce qu'il y a de la musique, parce que vous vous maquillez, parce que vous vous parfumez. Enfin, il y a un certain nombre de comportements qui sont très nombreux et qui ne sont pas admis. Le quotidien devient forcément... est très impacté et devient très difficile pour les parents et pour la fratrie, forcément. Merci Lonova, merci pour ce témoignage. Je rappelle le nom du livre, c'est Ma chère fille salafiste, radicalisée à 12 ans, c'est paru aux éditions La Boîte à Pandore. Bonne journée, bon week-end et on se retrouve lundi pour une autre interview.